Bonsoir, bonne fête de l'Ascension à nos amis chrétiens. Ils célèbrent aujourd'hui la montée du Christ au ciel. Voilà, l'équipe du Grand Rendez-vous est en place. C'est pour nous un grand plaisir, un honneur de vous servir. Nous allons tout de suite regarder le comportement du temps de demain vendredi matin et on revient vous déballer le menu programme. Un clin d'œil à nos collègues de la division montage. Merci à eux pour cette météo, cette réalisation. Alors, qu'est-ce que nous allons vous déballer ce soir? Nous parlons dans le monde agricole de quel plan pour quel type de sol. C'est la saison pluvieuse, une très bonne nouvelle en tout cas pour les agriculteurs. Cette saison rime avec les plans qu'on va mettre en terre. Quel plan donc pour quel type de sol? On en parle avec notre invité dans Monde agricole. Aujourd'hui, dans la rubrique Espère, la charte graphique sera à l'honneur. Que gagne une société à justement s'offrir ce dispositif? On en parle avec notre expert. Et puis, dans Horizon Culture, le rap est une variété de musique au-delà de ce mouvement culturel que peut représenter le rap. Nous allons en parler avec Jennifer Sachivi. Et puis, Nature et Bien-être, heureuse d'Anandé, va me rejoindre d'un moment à l'autre et c'est pour nous parler aujourd'hui des règles douloureuses. Elles sont nombreuses, ces femmes à en souffrir. Selon certaines statistiques, ces règles douloureuses touchent de 50% à 80% des femmes fécondes. Alors, quels sont les traitements pour soulager votre mal, chère dame? Restez avec nous pour le savoir. Pas de gros rendez-vous en tout cas, sans journal, vous le savez. Le 1945 sera encore une fois au rendez-vous. Nous allons vous faire découvrir rapidement le sommaire et on revient pour les détails. Bonsoir Karamat Agbataou. Au menu de l'actualité ce soir, on parle de la fin des épreuves écrites du BEPC du premier cycle 2019. La plupart des candidats livrent leur impression après les 3 jours de composition. Ils se disent confiants et espèrent de bons résultats. En 2017, le Bénin avait connu une invasion des chenilles. À l'époque, des dispositions avaient été prises pour circonscrire le fléau. On s'interroge ce soir sur les mesures à prendre pour lutter efficacement contre les insectes ravageurs. Et enfin, malgré les nombreuses sensibilisations, le mariage des enfants est un phénomène qui perdure au Bénin. Et cette année encore, une nouvelle campagne a été lancée. Elle vise une prise de conscience afin d'éradiquer le fléau. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de cette soirée.
Merci beaucoup. On vous retrouve dans moins de 45 minutes pour le développement de tous ces titres. Nous allons donc autour de ce plateau vous offrir 3 ou 4 discussions avec nos invités qui sont déjà là et nos chroniqueuses également. Tout de suite, le monde agricole. Vous le savez, le 1er juin, c'est-à-dire après-demain, samedi, le Bénin va commémorer la 35e édition de la journée de l'arbre. Une fois encore, des arbres seront mis en terre. Mais quel type de plan, justement, il faut choisir pour quel type de sol? Parce que les sols, ça varie d'un endroit à un autre. Ce sera donc le menu du monde agricole que nous allons déballer tout à l'heure, juste après cet extrait. Qui plante des arbres dans sa jeunesse aura de l'ombre pour sa vieillesse. Lorsqu'on prend les arbres de façon générale, on va faire la part des choses. Il y a des arbres qui sont pour nous source de nourriture. Lorsque nous prenons les fruitiers, il y a beaucoup d'arbres qui nous produisent des fruits pour manger. On connaît le rôle des fruits dans l'alimentation de l'homme. Il y a beaucoup d'arbres qui sont pour nous source de médicaments, c'est-à-dire que la médecine, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, exploite beaucoup d'arbres, que ce soit les feuilles, les écorces, les racines. Ça nous permet de nous soigner. Donc l'arbre joue ces 2 principales fonctions pour l'homme. Pour la vie de l'homme. Cela sous-entend que plus nous aurons des arbres sur la terre, plus nous pouvons avoir donc de la vie sur terre. Et si nous n'avons plus d'arbres sur la terre, nous devons savoir qu'il y aura donc plus de vie. La date d'ailleurs du 1er juin avait été choisie, mais cette date peut rester toujours une date centrale qui peut être encadrée par tout le mois de mai et tout le mois de juin, qui constituera une période relativement vaste qui permettra de faire du reboisement, qui permettra de planter des arbres pour espérer un résultat, quel que soit donc le moment où la pluie arrive. Je pense que nous devons travailler parallèlement à réduire la pauvreté, à améliorer le bien-être des communautés rurales pour vraiment espérer que les actions que nous menons dans le sens de la protection de l'environnement puissent véritablement porter. Il faut que ces actions portent vraiment parce que nous sommes en temps des changements climatiques où ces changements climatiques font de gros ravages. Pour lutter contre la déforestation, il faut bel et bien continuer à mettre des plants en terre. Oui, il faut le faire, mais comment doit se faire le choix de ces plants en fonction de du type de sol que vous avez pas loin de chez vous? C'est de cela que nous allons débattre tout à l'heure avec notre invité Barnabé Oukanrin, qu'on connaît déjà sur le monde agricole. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Bonne fête si vous êtes chrétien. Je le suis. Merci. Bonne fête de l'Ascension à vous. Merci. Alors, Marcel Betoro, bonsoir aussi à vous. Bonne fête. Je sais que vous êtes une chrétienne aussi. Bonne fête. Oui. Amis téléspectateurs, bonsoir et bonne fête à vous aussi. Voilà. Alors, comment doit se faire le choix des plants en fonction du type de sol que nous avons? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec le docteur Barnabé Oukanrin. C'est vrai, chaque année, nous parlons du 1er juin, nous parlons de la journée de l'arbre. Mais quel type de sol, pour quel plan? Nous n'en avons pas assez d'informations autour de cette question. Et j'aimerais bien déjà vous demander si au Bénin, où chaque fois que nous célébrons le 1er juin, nous choisissons réellement l'arbre qu'il faut. Pour le sol qu'il faut. Pour le sol qu'il faut. C'est une question un peu complexe et il faut peut-être faire le débat pour comprendre mieux. Nous n'allons pas dire oui ou non à votre question, mais il faut se poser d'abord la question de savoir qui plante les arbres le 1er août. Combien sommes-nous? 1er juin. Le 1er juin, excusez-moi, le 1er juin. Vous êtes pressé de célébrer la fête de l'indépendance du Bénin. Ouais. Donc, qui sont ceux qui plantent les arbres le 1er juin? C'est généralement une initiative de l'État
une initiative au niveau des communes, ou bien ce sont des organisations qui décident de le faire. Un peu comme on l'a vu dans cet extrait, c'est Oui, une c'était à ONG l'ouest. C'est une ONG. qui travaille beaucoup pour l'agriculture, pour l'environnement. Voilà. Donc, si vous prenez l'État, ou bien ces directions déconcentrées qui veulent le faire, ceux-là s'appuient toujours sur l'avis des spécialistes. Et les spécialistes en la matière, ce sont les agents des eaux et forêts. Et chaque agent des eaux et forêts, dans sa région, connaît les meilleures plantes pour un développement, une croissance normale. Est-ce Donc, que l'agronome, Qui ne oui, sont pas- est-ce que l'agronome que vous êtes, vous allez me dire ou nous dire ici que vous n'avez pas de bribes, enfin, quelques bribes d'informations je là-dessus? précise, je ne suis pas agronome, je suis géographe d'abord, environnementaliste. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a pour ce que nous faisons en études, dans les recherches, c'est surtout pour les produits vivriers que nous mettons en terre pour que l'agriculture puisse nourrir son homme. La plupart du temps, les arbres qu'on plante le 1er juin, ce n'est pas forcément les arbres pour nourrir, mais c'est pour d'autres fins. Soit c'est à des fins économiques, soit c'est à des fins artisanales, soit c'est à des... Moi, plusieurs j'aurais fins. bien voulu qu'on parle de ces plans-là pour se nourrir, parce que nous sommes dans le monde agricole, pour ne pas aller dans nature et bien-être. Là, c'est vous qui avez le contrôle, en tout cas, de votre Ce que rubrique. je voudrais savoir, avant de revenir à ce que dit Karamat Agbataou, déjà, quand on fait par exemple un petit point au niveau des arbres plantés depuis des années, 1er juillet à Cotonou par exemple, quand je prends la terre simple, l'OTB, le ministère des Finances, il n'y a jamais eu de plan poussé. Ça, c'est le vrai problème. Et si nous voulons savoir, il faut faire un diagnostic. Quels sont les types de plans qu'on nous a conseillés pour ces axes? D'abord, dans tout projet de construction ou bien d'ouverture d'une voie, il y a le reboisement. Et il y a un spécialiste en la matière qui propose des plans. Et lui, avant de proposer au niveau du projet, il doit s'assurer, il doit prendre toutes les dispositions pour proposer les meilleurs plans. Si ça ne marche pas, c'est que l'environnementaliste du groupe a failli. Si c'est que les plans ne sont pas en rapport avec les sols ou bien les microclimats du milieu, c'est que l'environnementaliste du groupe a failli à sa mission. On peut aussi bien mettre ce qu'il faut et l'entretien manque. Parce que où est-ce que nous mettons les arbres la plupart du temps? C'est dans le terre-plein central. Le terre-plein central n'a pas le sol naturel. C'est un remblai qu'on fait. Et quel est le sable qui a servi à faire le remblai? Si ce n'est pas un sol, du terreau, et que vous ne mettez rien en bas avant de mettre la plante dedans, vous êtes sûr que ça ne va pas donner un bon résultat. D'accord. Et Donc, généralement, il faut que que le c'est- terre-plein oui. central soit comblé par du terreau. Là ou bien, tout au moins, là où vous devez mettre les plants, vous mettez du terreau, vous créez les conditions optimales pour que l'espèce mise en terre puisse avoir une croissance normale. Si vous ne le faites pas, vous aurez beau mettre des plants en terre, ça ne va jamais Mais donner est-ce qu'il n'est de pas temps résultat. aussi de mettre des fruitiers, comme l'a dit Karamat Non, Agbataou, lorsque parce nous qu'on a sommes- on a comme habitude de voir des plants peut-être qui vont juste produire de l'ombre et tout ça, ou bien rendre beau la terre Si et tout. c'est pour nos artères, pour nos routes, vous ne voyez peut-être pas tous les dangers qu'on court à mettre des fruitiers. Imaginez, d'abord, quels sont les plants qu'on met? C'est les plantes à racines pivotantes. Les racines s'enfoncent et ce n'est pas des racines échasses. Si c'est des racines échasses, ça va casser, ça va détruire l'infrastructure mise en place. Ça ne sert plus, mais ça détruit. Donc, c'est des plantes à racines pivotantes, donc, dont les racines foncent dans le sol et ne dérangent pas. Et donc, c'est des espèces qu'on met pour éviter tout problème. Si vous mettez un fruitier, même si un fruitier a des racines pivotantes, les passants vont vouloir le prendre. C'est une voie. Vous ne voyez pas le dégât qu'on crée. Donc, ce n'est pas indiqué même de mettre des fruitiers. Donc, c'est déjà ce qu'on voit là. Maintenant, en dehors des artères et autres, est-ce qu'en tant que producteur ou agriculteur, on ne peut pas célébrer le 1er juin autrement? Les agriculteurs, eux, n'attendent pas un 1er juillet pour mettre en terre les espèces qu'ils veulent. Si je suis agriculteur, j'ai 2 hectares, je veux faire de cassia. Je connais les moments propices pour mettre en terre mon cassia. Je veux faire du cajou. Je connais le temps pour mettre en terre. Je n'attends pas votre Non, 1er ce que je juillet. dis, est-ce qu'ils ne vont pas profiter aussi de cette journée peut-être pour... Non, si ce n'est pas le moment pour mettre en terre l'espèce dans le milieu, les agriculteurs ne le feront pas. Parce que nous sommes au Bénin, vous savez, nous calquons tout sur nos saisons. Et par rapport aux saisons, nous avons déjà un calendrier traditionnel. Et c'est ce calendrier que les agriculteurs suivent pour mettre en terre leurs plans.
D'accord, et c'est dans ce sens qu'eux, ils travaillent. Ils ne suivent pas ce que fait l'État. Ok. Voilà. Et à la veille du 1er juin, la célébration de la journée de l'arbre, est-ce qu'il y a peut-être des conseils pratiques qu'on peut donner à ceux qui ont envie? Parce qu'à la maison aussi, on peut planter de l'arbre. Oui. Ce qu'on peut faire, si peut-être nous pouvons aller à une sensibilisation pour que devant chaque concession, il y ait une espèce végétale, le monde va se porter mieux. L'autre a dit, il faut planter les arbres maintenant pour bénéficier de son homme quand on sera vieux. Lorsque vous avez une concession et que devant, vous avez une espèce végétale, vous allez sentir la différence chez vous. Lorsque vous avez une espèce végétale dans votre maison, ça sent mieux. Et donc, si moi je dois dire quelque chose, pérennisons ce que nous avons déjà fait. Parce que nous avons l'habitude de voir, on va mettre en terre les plants. Lorsque un an passe, on fait le bilan. Combien, lorsqu'on dit on a mis en terre 10 000 plants, est-ce que pour l'année qui vient, on a fait le point pour voir sur les 10 000, combien on peut résister au temps? Quel entretien avons-nous fait des plants que nous avons mis en terre? Parce que il ne suffit pas seulement de mettre en terre pour croire que c'est fini, ça va marcher. Il faut un suivi. Mais généralement, nous ne faisons pas le suivi. Je pense qu'il y a 3 ans, on a vu, ils ont mis des cocotiers à terre au niveau de la plage de Fidj-Rosset. Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut choisir les plants? Parce que nous sommes à la plage, on a mis des cocotiers. Est-ce que c'est ça un peu? C'est au regard du milieu. Le type de sol que vous avez au niveau des plages ne peut supporter. L'espèce qui donne le mieux dans ces endroits, c'est les cocotiers. Donc si vous y allez mettre autre chose, ça ne va jamais prospérer. Okay. Donc c'est parce qu'on sait que dans telle zone, si on demande de faire une étude spécifique, ça ne va pas marcher. Ça ne fera jamais, on n'aura jamais de résultat. Il vaut mieux partir sur les connaissances basiques que nous avons, se faire aider par les spécialistes en la matière qui sont des agents des eaux et forêts et faire les types de plans qu'il faut dans les milieux qu'il faut. Et réellement, il faut le suivi. S'il n'y a pas de suivi, on aura beau tout faire, ça ne donnera rien. D'accord, on aura beau tout faire, ça ne donnera rien. Tout compte fait, vous avez compris, à chaque type de sol, un plan. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas trop de suivi et tout ça. Peut-être que le plan est mal choisi ou bien le type de sol n'est pas adapté au plan choisi. C'est ce qui fait qu'on a peut-être ces résultats. Merci quand même. On vous invite à planter des arbres pour ce 1er juin. C'est toujours un acte noble. Merci, Karamata. Il faudra le faire aussi, Marcel Betoro. Oui, nous avons de l'espace. Et s'il vous en manque à la maison, vous pouvez voir les agents ou les cadres de l'ORTB, les responsables, voilà, pour qu'ils vous donnent une toute petite portion pour le faire. Merci beaucoup à Barnabé Onkarin, qui est environnementaliste, pas agronome. Non. Voilà. Pas agronome, mais plutôt environnementaliste. Bon retour chez vous. Merci. Après le monde agricole, on va recevoir Jennifer Sachivi, c'est pour Horizon Culture. C'est un mouvement qui est né dans les années 70 aux États-Unis, le rap, mais aujourd'hui c'est pratiqué un peu partout dans le monde par des jeunes. Alors, que revêt vraiment cette forme de musique? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Nous allons un peu parcourir ces différents aspects avec notre invitée et Jennifer Sachivi, journaliste Horizon Culture, ici à BB24. Nous allons d'abord regarder ceci et on revient en parler. Ce rap game est truqué comme une pub. Ils prétendent tous faire du lourd, alors je reviens léger comme une plume. Le passé lourd comme une enclume, mes démons me la prennent. Demain c'est loin, notre futur c'est la seconde d'après. C'est parti d'un DJ qui a commencé à créer les premiers breaks, on appelle les breaks, ces petites coupures de morceaux, qu'il agençait à partir des platines qu'on utilisait en discothèque. Alors, le but en fait, c'était d'animer des soirées dans les rues. En rappant, on parle. Ce n'est pas de la mélodie. Et c'est des vers. C'est vraiment, ça tire beaucoup de la poésie. D'ailleurs, c'est pour ça que rap, ça veut dire rap and poetry. Ça s'appuie essentiellement sur des percussions comme la batterie, le charleston, la caisse claire. Et le rappeur, lui, ce qu'il a à faire, c'est de montrer sa dextérité à maîtriser le rythme sur lequel il est en train de passer son message. L'autre côté du hip-hop, c'est ce côté vraiment punchy, c'est-à-dire quand vous écoutez du rap, vous avez tendance à bouger de la tête. De la terre et mes Césaires, quel est son nom? Ma révolution, Malcolm X, Martin Luther, le continent va mal, je le sais pourquoi le taire, ma révolution. C'est un courant, c'est un mouvement.
Et quand on parle de mouvement, il y a beaucoup de... C'est un moyen d'expression de l'art en quelque sorte. Je veux appeler la jeunesse d'aujourd'hui qui continue de faire du hip-hop. Je veux vous dire de ne pas vous décourager, mais essayez de voir, de contextualiser votre musique. Si la jeunesse souffre tellement qu'on devrait avoir notre place des martyrs. Crise de confiance, ils nous méprisent, c'est triste, ils pensent qu'ils maîtrisent nos consciences. Voilà, Horizon Culture s'installe, le plateau, il est déjà là. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir Karamat Agbataou. Vous avez en face de vous Kebo Okio. Vous êtes producteur. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Vous m'avez soufflé tout à l'heure dans les coulisses que vous ne rappez plus. Moi, je m'attendais à ce que quelques flots sortent ici, même sur le plateau, parce que nous avons vu. Mais il m'a dit tout de suite, ah non madame, je ne rappe plus. Est-ce à dire que vous n'avez plus aujourd'hui le réflexe d'un rappeur? Je crois que c'est un mot pour la vie. Le hip-hop, c'est une culture, c'est pas juste un petit mouvement d'époque, c'est une culture. Donc je le porte à moi jusqu'à la fin. Mais tout ce qui est flow a vieilli, tout ce qui est ardeur, punch a vieilli. Le flow a certainement vieilli, l'ardeur n'est plus à son paroxysme, mais une chose est sûre, quand on fait le rap, c'est parce qu'on est engagé. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, entre engagement et indécence. Je vous laisse avec votre invité. Tout à fait, c'est cela. Donc, plus besoin de le présenter. Kebo Okio, producteur, ancien rappeur aussi, promoteur de télévision et radio web. Donc, il est ici en tant qu'ancien rappeur et producteur. Il a d'ailleurs bien commencé en parlant de culture. Nous, on aimerait bien que vous nous décriviez un peu, que vous nous expliquiez c'est quoi la culture du rap. Voilà. En fait, le rap, c'est pas la culture, c'est la musique. La culture, c'est le hip-hop. En fait, ça, en gros, englobe tout ce qu'il y a autour du rap, tout ce qui est DJ, graffiti, danse, hip-hop, tout ça. Donc, c'est vraiment une culture. C'est un peu comme la culture rock, avec un style d'habillement particulier, un style de cheveux particuliers. Voilà, c'est vraiment un mouvement pas un mouvement, une culture de noirs qui voulait prouver en fait leur identité qu'ils existent. Voilà. C'est ça, donc c'est une grosse culture qui va se pérenniser. Mais pourquoi aujourd'hui, selon vous, cette culture elle est mal perçue par certaines personnes? Parce qu'il y en a qui pensent que quand on fait le rap, c'est parce qu'on est un peu, enfin, on déraille trop vite, exactement. En fait, ça a toujours existé. C'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé. C'est comme tout ce qui vient, je pense, tout ce qui vient de culture, pas de culture, de peuple, de bas peuple est considéré un peu toujours comme... Donc c'est à tort qu'on le pense. C'est à tort, entièrement. Ça a commencé il y a longtemps, dans les années 70, avec Parade des Noirs dans un ghetto. Donc forcément, ça, chez le blanc, c'est déjà une musique à bannir, parce que ça vient du ghetto. Donc c'est engagé à l'époque. Ça parle de guerre raciale, de conflit racial, tout ça, mais ça reste quand même une musique à bannir. Donc chaque fois, même quand ça évolue, ça ramène des millions, des milliards de dollars à tout le monde, aux blancs qui produisent la musique, aux noirs ou à la mode, à la culture danse, aux boîtes de nuit, c'est toujours quand même une musique mal interprétée. L'autre chose, en fait, c'est que la plupart des rappeurs, quand on les suit, on aime bien, mais il y en a qui parlent souvent de violence, ils sont un peu, si je puis dire, un peu vulgaires quand même. Ils sont assez crus et ça ne plaît pas forcément, ça heurte un peu. En fait, la différence entre le rap, je vais dire, le rap et les autres musiques, c'est un peu comme le rock. Ça a été imposé. En fait, c'est la liberté de pouvoir dire ce qu'on pense quand on le veut. Ce n'est pas de la musique classique. Sans y mettre forcément de la manière. La manière, parce qu'on a grandi en fait ailleurs. Tu vois, c'est pas quand tu grandis dans un ghetto à Plakodji ici ou à Fédocor derrière le collège, tu ne parles pas de la même façon que celui qui a la rêve vive ou celui qui a grandi à Sadou bien, qui a fait un quartier. Donc votre classe sociale influe aussi sur votre langage, votre façon de vous adresser. Tu ne parles pas de la même manière que celui qui a fait Montaigne. Oui. Mais c'est ça, le truc, c'est qu'il y a des rappeurs quand même qui sont tellement, qui parlent très bien, qui écrivent très bien, et on se pose la question de savoir
Qu'est-ce qui explique ça? C'est, comme je dis, c'est l'environnement. C'est l'environnement, c'est le parcours. Si la personne a vécu des misères sur des misères sur des misères, il ne faut pas espérer qu'elle parle en bien de l'amour ou qu'elle parle en bien de la politique. Ça va être complètement, ça va être avec tout ce qu'il y a comme émotion négative, tout ce qu'il y a comme haine, comme... D'accord. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous estimez que le côté engagement est toujours présent dans le rap? Toujours, il est toujours présent. Je pense qu'il n'y a pas de musique sans engagement. Il ne faut pas confondre les titres à la musique de la personne. C'est-à-dire que si la personne sort un single pour faire danser les gens en boîte, il n'y a pas de problème. Mais sur son album, il y a forcément des titres qui vous rappellent un combat. Soit c'est en amour, soit c'est en politique, soit c'est racial. Il y a toujours ça. Mais les gens sont rapidement focus sur un single qui tourne en boîte ou un single qui tourne ici. En voyant la musique des gens, toujours. Dès qu'il dit un mot qui ne vous plaît pas, c'est une musique de Saligo. Mais quand c'est dans une autre langue, que ce soit du lingala ou bien une musique caribéenne ou bien une musique d'ailleurs, ça passe crème. Mais quand c'est en fond, c'est plus compliqué. Ça devient trop proche. On apprécie quand même des musiques rap en fond. C'est dit en fond un peu qu'on prend, comment il s'appelle, Amir et son second, le duo. Anwar, il rime parfois en fond. Et puis, oui, c'est apprécié. C'est exactement, je les apprécie. Mais ça, c'est le fond. Montagne, c'est le fond de la vivre. C'est pas le fond qu'on comprend à Sarkozy. C'est pas la même chose en fait. Mais le rap aujourd'hui, et vous serez d'accord avec moi quand même, Jennifer Sativi, que le rap a fait quand même son temps, depuis son 10 à maintenant, ça fait près de 50 ans, je crois bien, si mes calculs sont bons. Oui. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de revoir les choses, d'amener les gens à voir autrement le rap aujourd'hui? Oui, en fait, ils le voient autrement. Mais il y a toujours une histoire d'hypocrisie. Ils le voient bien autrement, parce que c'est toujours les Blancs riches qui produisent. Voilà. Est-ce qu'on va dire qu'il n'y a aucune déviance? Il y a des déviances quand même, non? Il n'y a rien de déviance. Il n'y a pas d'art, de culture sans déviance. Il y a toujours, mais c'est relatif en fait, la déviance. Tu vois, chez les rockers, il y a ceux qui ont l'air un peu satanistes, tout ça. C'est partout. Hein. Il y a chez ceux qui font la musique classique, il y a d'autres qui sont vraiment sombres et qui n'est pas que tragédie. C'est vraiment chacun en fait dans son univers. Chacun dans son univers, dans sa loge, et ça va avec. Même moi-même, je trouve que mes petits frères écoutent une musique rap trop un peu plus sale que ce qu'on écoutait avant. Ça, je me dis, mais je me dis en fait, c'est générationnel, c'est leur génération. Eux, tout ça correct, tout ça normal. Nous, je me dis, ça fait un peu musique de drogué maintenant. Mais avant. On est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est générationnel en fait. Vous êtes d'accord avec votre invité? Je trouve, moi, je me positionne nous dans tout ça. Non, moi, je trouve aussi que c'est vrai. Ça fait un peu plus drogué vraiment maintenant. Et bon, c'est relatif, hein, le goût. Est-ce à dire que ça va de mal en pire? Non, parce qu'on craignait depuis toujours cette façon de faire cette musique-là, le rap, où on trouvait que c'était quand même pas trop décent. Voilà. Mais si aujourd'hui, c'est avec ces interdits que vous savez, ce qui est génial, c'est qu'il y a une étude de 2018 qui fait un point sur les musiques les plus, qui parlent le plus de drogue et d'alcool, de suicide. Et le rap, c'est la dernière. Wow. Le premier, c'est la country music. Vous voyez un peu. En fait, c'est une histoire d'image, en fait, reflétée par les gens. Ouais. C'est la dernière. Dès qu'il y a country, le rock, il y a tout ça avant le rap. C'est la dernière. Donc ça veut dire qu'on parle encore moins de drogue, d'alcool dans le rap que dans tout le reste. Mais pourquoi cette vulgarité? Je voudrais bien qu'on revienne là-dessus. Oui, c'est... Pourquoi cette façon de dire de façon crue les choses? Elle avait évoqué tout à l'heure. Je vais revenir. Oui. Le rap, c'est défini en fait un peu comme des rimes anticonformistes positives. Ce n'est jamais... en fait, c'est de la poésie. Ça, c'est la définition, hein? Ouais, non, c'est pas une définition, okay. C'est une définition. D'accord. Voilà. Mais c'est une poésie un peu tordue, je vais dire. Ça vient du cœur et c'est dit, et ça sort comme on dit au Cameroun. Ouais. Ça sort comme ça, parce qu'ils sont habitués à parler comme ça. Ils se comprennent comme ça. Donc, en fait, le problème, c'est de ne pas forcer les gens. Ça a toujours marché comme ça. Quand les gens parlent, quand ils sont à un quartier donné, quand ils veulent faire leur musique,
ils parlent comme par leur environnement. Mais c'est comme ce rappeur-là, béninois, bien sûr, qui se cache le visage et puis qui rappe. Je ne sais pas trop comment il s'appelle là. Voilà quelqu'un... Oui, mais il marche bien. Mais ça marche, c'est ça je ne comprends pas. Ça lui marche tellement bien. Il a assez de vues sur YouTube. J'arrive pas à comprendre cette notoriété que ce monsieur a. Mais je le trouve un peu vulgaire quand même, il faut le dire. Exactement, parce que son public parle comme ça. Ah, ok, donc parce il a qu'il un ne public. s'adresse pas en fait. Un grand public, c'est le seul qui peut encore actuellement comme rappeur remplir les salles de spectacle. Voilà, lui, peut-être Vano, tout ça. C'est les seuls, ils sont vulgaires, ils parlent comme le public. Okay. Dès qu'ils commencent à parler un peu très, très français, ils perdent les 70% de béninois qui ne comprennent rien. Wow. Donc on peut dire, s'ils arrivent à remplir le studio, c'est plutôt que c'est assez promu, c'est ça? Ça marche bien. Je crois qu'ils ont eu un concert en décembre qui a rempli le des sports. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer selon vous? Forcément, on est... Par exemple? Je veux dire, dans le Bénin, qu'est-ce qu'il y a à pas améliorer ici? Tout est amélioré ici. Donc, la musique, dans le sport, tout. Donc forcément, ça va aller. Je crois qu'il y a espoir. Pour le moment, je crois que c'est la musique qui marche le plus au Bénin. Le rap? Oui, le rap. C'est la musique qui engage le plus les gens. Dans les écoles, les jeunes. Oui, les jeunes. On ne va pas moins aller vers... Et même les vieux, il faut dire, il faut avouer les choses. Peut-être qu'il y a le public, ils font un peu... Ils font les trucs. Mais après, dans les coulisses, dans la voiture, c'est à fond, comme on dit. Voilà, on retient alors que oui, le rap est toujours d'actualité, sauf que, bon, faut pas les juger toujours parce qu'ils s'adressent à un public. Ils partent d'un milieu, donc c'est pour ça qu'ils sont toujours crus. On les prend comme ça. Mais ils ne sont pas toujours cru non plus. Je sens déjà... Je vois déjà la loge, enfin. Je sens qu'elle est un peu du côté de ces rappeurs. Elle apprécie leur musique. Merci beaucoup. C'était donc le rap entre engagement et indécence qui recevait pour vous Kebo et Okio, producteur, ancien rappeur. Merci beaucoup à vous aussi. Merci Karamat et merci à notre invité. Pour ce plateau. Alors, de quoi nous allons parler? À présent, on va raccompagner Jennifer Sativier et son invité et recevoir Firmin, c'est l'espère d'aujourd'hui. Voilà, l'espère s'est installé. Aujourd'hui, nous parlons de la charte graphique et de son importance pour une société ou une entreprise. Monsieur Firmin Tovo-Dounon, c'est bien ça, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour vous, c'est quoi déjà la charte graphique? Comment est-ce qu'on peut la définir? D'accord, merci beaucoup. La charte graphique, c'est un document qui regroupe les caractéristiques et certains traits graphiques pour améliorer ou bien pour faciliter la tâche de l'usage dans les supports de communication. En résumé, c'est des règles régies de façon graphique pour faciliter la tâche sur la conception de tout ce qui est support de communication au sein d'une entreprise. Est-ce que toutes les entreprises en ont forcément besoin? En réalité, oui, mais vu que beaucoup négligent l'identité de l'entreprise, il y a peu qui en ont. C'est souvent les entreprises de taille qui prennent vraiment l'importance en cela, parce qu'ils comprennent l'importance d'avoir une identité les enjeux, graphique. D'avoir une charte graphique. Exactement. Et qu'est-ce que cela pourrait apporter de positif en termes de plus-value, de visibilité pour l'entreprise? D'accord. Oui. La charte graphique a pour rôle d'abord d'aider l'entreprise à communiquer de façon cohérente. C'est-à-dire qu'il y a la cohérence dans tout ce qui est support de communication qui sort de cette entreprise. Je prends un exemple. La charte graphique d'abord régit les types de papier à utiliser à l'antenne, le logo, les types de typographie, les types de couleurs à utiliser, comment il faut faire l'usage de ces couleurs-là, comment il faut faire l'usage de la police, comment il ne faut pas utiliser ça au sein de l'entreprise. Donc tout ça essaie de créer la cohérence entre tous les supports de communication qui vont sortir de cette entreprise-là. Et ça va juste dans ces détails, même la police, pour saisir un test et tout ça. Oui, exactement, ça va tout ça. Parce que tout ça crée l'identité graphique, l'identité visuelle de l'entreprise. Et comment est-ce que, sur quels critères ces choix-là doivent se faire?
Ces choix-là se font sur la valeur et les domaines d'activité de l'entreprise. Ça va de la valeur, domaine d'activité et les missions de cette entreprise-là. Donc même le choix des couleurs sont définis en fonction du domaine d'activité, de la mission de l'entreprise, de la valeur de l'entreprise, parce que tout ça est défini dans la charte graphique. Quand on prend la charte graphique, on sait pourquoi on a utilisé telle couleur dans la charte graphique de telle entreprise. On sait pourquoi on a utilisé telle forme pour créer le logo contenu dans la charte graphique. On sait pourquoi on a utilisé telle typographie, telle police pour écrire tel symbole dans la charte graphique. Donc tout ça, une définition dans la charte graphique. Quelqu'un qui prend la charte graphique connaît les valeurs, les missions de cette entreprise-là. On va donner l'importance de la charte graphique pour une entreprise et on reviendra prendre un exemple concret d'une entreprise qui fait dans quelque chose de concret pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme couleur, quelle est la police qu'on pourrait adopter dans cette entreprise. On peut y aller comme ça. Alors l'importance pour une entreprise d'avoir une charte graphique. L'importance est de plus communiquer de façon cohérente, plus il communique de façon cohérente, il atteint rapidement sa cible parce qu'une cible qui voit un support de communication d'une même entreprise dans peut-être sur une année de façon différente n'arrive pas vite à cibler cette entreprise-là, n'arrive pas à vite garder. Or, l'objectif en créant l'identité graphique de l'entreprise, c'est que l'entreprise soit reconnue partout. Quand tu vois tel créa, quand tu vois tel support, tu identifies directement l'entreprise à travers le visuel, l'image, les couleurs de cette entreprise. Et pour appuyer un peu vos propos, c'est aussi pour fidéliser la clientèle. Exactement, pour fidéliser la clientèle, être reconnue un peu partout. D'accord. Alors, on va prendre un exemple. Une entreprise qui fait dans de la transformation de jus. Ou transformation des fruits, tout simplement. Alors, quelle couleur vous conseillez à cette entreprise et tous les détails qu'exige une charte graphique? Souvent dans souvent dans le contexte des entreprises qui produisent, souvent ils vont dans le sens du nature. Ils disent consommation bio, naturelle. Et la couleur souvent qu'ils utilisent le plus dominant, vous allez voir, c'est la couleur verte. Parce que ça parle de la nature. Donc tout ce qui parle de l'environnement naturel et autres là, on l'identifie par rapport à la couleur verte qui est plus dominante dans ces trucs-là. Pas forcément, parce que c'est des règles qu'on peut briser après. Alors si on devrait briser cette règle-là, vers quelle couleur on pourrait s'allier, se pencher? Je ne peux pas dire être figé sur une seule couleur. C'est vraiment variable, ça dépend. Ça dépend de celui qui a son entreprise. Voilà, ça dépend aussi de celui qui a son entreprise. C'est vrai qu'il y a des couleurs qu'on ne peut pas utiliser pour atteindre l'objectif qu'on veut atteindre parce qu'en créant l'entreprise, il y a des objectifs. Mais en plus, se baser de ça pour pouvoir élaborer la charte de l'entreprise. Mais le plus souvent, dans le cadre général, tout ce qui va dans l'environnement, c'est la couleur verte. Majoritairement, les gens prennent. Parce que la couleur, par exemple, verte peut avoir une signification sur le plan émotionnel qui diffère sur le plan environnemental. Et tout ça est inclus dedans. La couleur rouge, par exemple, signifie le danger. Mais dans un autre cas, Coca-Cola l'utilise pour la passion. Tu vois, donc ça dépend du sens. Et si on est dans le domaine de l'électricité, les énergies renouvelables, on verrait quelle couleur? Les couleurs plus bleu et vert. Bleu et vert. Pour les énergies renouvelables. Là, parce que l'énergie renouvelable, ça fait la protection de l'environnement. D'accord. Maintenant, revenons à notre entreprise de transformation de fruits pour le jus naturel. Après le choix de couleur. Il fait le choix des polices. Les polices doivent faire dans un sens où ça doit être lisible. Parce que quand tu utilises une police dans un logo ou un support qui n'est pas lisible, on ne peut pas le lire directement de loin. Or, le but est que les gens puissent lire le message de loin. Donc, quand vous utilisez des polices qui ne sont pas lisibles de loin ou qui ne sont pas lisibles sur tous les supports, là, le message ne va pas passer. Donc, il faut faire le choix de la police en tenant compte de la lisibilité de ces polices-là, de ces caractères-là, auxquels l'entreprise transforme des fruits. On va faire des étiquettes, des petites étiquettes. Est-ce que quand tu sais telle police-là pour imprimer sur de petits formats, est-ce qu'il y a l'impression que ça va sortir? Est-ce qu'il y a distance? On peut lire. Donc, tout ça fait partie de l'usage pour le choix de la typographie. D'accord. Et maintenant, quand on a fini de revoir un peu les éléments à agencer pour asseoir ou pour
élaborer la charte graphique. Voilà. Comment est-ce qu'on peut la réussir maintenant? Voilà. Pour la réussir, ça va, dans le choix des couleurs, comme on l'a dit, dans le choix de la typographie, et maintenant les types de déclinaison. On appelle déclinaison quoi? Le logo doit être utilisé sur quel support, à part les étiquettes. Est-ce qu'il faut faire de Lacoste pour les commerciaux? Est-ce qu'il faut faire de Lacoste pour ceux qui travaillent dans l'entreprise? Quelle couleur de Lacoste ira sur tel logo? Ou bien tel logo ira sur quelle couleur de Lacoste? Quelles sont les couleurs qu'on ne peut pas utiliser au sein de l'entreprise? Les cartes de visite de chaque employé doivent être définies comment? Quel est le format qu'il faut utiliser pour les papiers en tête? Je suis intéressée par les cartes de visite, Ouais. et c'est-à-dire que pour une entreprise, ils doivent avoir le même modèle Exactement. de carte de visite. Exactement. Et tout ça est déjà défini dans la charte graphique de l'entreprise. En ce sens où quand vous prenez la charte graphique, vous savez tous les employés doivent utiliser tel format de carte de visite. Et ça facilite plus la tâche à tous les graphistes ou agences qui veulent travailler avec cette entreprise-là. Ils n'ont plus besoin de créer quelque chose parce que tout est déjà créé et établi dans la charte graphique. C'est comme on dit, la fondation Voilà, est bien merci faite, beaucoup. elle est bien assise, Exactement. donc la construction doit pouvoir aller Voilà, très facilement. doit pouvoir aller. Donc si la sécurité est là, il prend exactement ce qui a été défini dans la charte graphique en tant que papier en tête, il imprime simplement, il l'utilise. C'est plus lui qui crée le papier en tête. Voilà, chers amis, vous avez compris, la charte graphique permet d'avoir une idée globale des objectifs de l'entreprise que vous dirigez certainement et des objectifs que cette entreprise s'est fixés, et ça permet de fidéliser aussi les clients. Parce que l'objectif, après tout, d'une entreprise, c'est de pouvoir se faire connaître de la grande masse et de pouvoir renflouer au maximum ses caisses. Voilà un autre moyen alors de se faire assez d'argent. Alors, qui doit s'occuper de ça? Qui doit s'occuper de la charte graphique dans une entreprise? Est-ce qu'on va louer les services de quelqu'un à l'extérieur, ou on peut toujours former quelqu'un à l'intérieur et qui est là pour ça spécialement? Dans la majeure partie des cas, c'est confié à des agences de communication qui ont toujours en leur sein des graphistes, des monteurs et autres là pour élaborer la charte, parce que ça va au-delà plus des compétences même d'un simple graphiste. C'est vrai, le graphiste est inclus dedans, mais on a peut-être par exemple besoin d'un scripteur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien rédiger, parce que quand tu telle couleur, ça a sa signification, donc il faut tout établir dedans. Donc c'est souvent aux agences de communication en tant que conseiller qu'on confie ces genres de travaux-là pour faire. Ce n'est pas des travaux qu'il faut faire à l'interne, non, parce que ce n'est pas leur spécialité à eux. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Un petit mot pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent, qui sont en train d'agencer, d'empiler documents sur documents à lancer leur entreprise, et ceux-là qui ont déjà pris la route, qui sont à un niveau donné, mais qui n'ont pas encore de charte graphique. Que faire? Je leur dirais simplement que la charte graphique est très importante pour la fondation de leur entreprise. Vu qu'ils sont en train de créer l'entreprise, bien ils ont créé l'entreprise, ils ont forcément une vision d'aller loin. Et quand vous avez une vision d'aller loin, il faut bâtir et bien bâtir la fondation. Souvent, ils pensent que ça ne sert à rien de dépenser dans tout ce qui concerne l'image et l'identité de l'entreprise. Or, je pense que c'est la pire des erreurs si on veut vraiment avancer. Il faut prendre le temps d'investir dans les choses utiles pour pouvoir avancer. Et c'est comme on dit, c'est dans les petits détails qu'on voit rapidement. Exactement. En fait, voilà, ça se décèle vite dans les petits détails. Exactement, c'est les détails qui font la chose. Donc moi, je me dis, voilà ce que je voulais dire, ce sont les détails qui font la chose. Donc, misez sur les moindres petits détails. Misez sur ça et vous verrez ce que ça va donner au bout de quelques petits mois, quelques petites années. On reviendra vous voir pour faire le point. Merci beaucoup. C'est moi. Firmin Tovo-Dounon, consultant en publicité. Merci d'être passé nous voir. Vous êtes chrétien? Oui. Bonne fête. Merci beaucoup. C'est l'Ascension aujourd'hui. Alors, il est 19h45, c'est l'heure du journal. On va rejoindre nos collègues de la rédaction. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de ce 19h45.
Fin hier des épreuves écrites du BEPC 2019. Des candidats livrent leur impression après les 3 jours de composition. Ils sont pour la plupart confiants et espèrent de bons résultats. Après l'invasion des chenilles qu'a connue le Bénin en 2017, des dispositions ont été prises pour éviter de nouvelles attaques. Comment lutter contre les insectes ravageurs? C'est la question que nous avons posée à notre spécialiste. Malgré les nombreuses sensibilisations, le mariage des enfants perdure au Bénin. Cette année, une campagne a été lancée. Elle vise une prise de conscience pour l'éradication du fléau. Je l'annonçais en titre, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont pris fin hier mercredi dans la matinée. Au centre du collège Père-au-Pierre, les candidats sont détendus et semblent pour la plupart joyeux à la sortie des salles de composition. Entre espoir et attente, ils se sont confiés à notre équipe de reporters, à savoir Patrick Adiaboudjou et Louis Koudobor. Collège Père-au-Pierre. Il est 10h30. Tout est fini. 3 jours de composition pour l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC 2019. Entre joie et attente des résultats, sur toutes les lèvres, les épreuves écrites étaient abordables. Les matières dans lesquelles j'ai travaillé, nous avons l'anglais, l'allemand, communication, toutes les études. Je suis contente parce que les épreuves ont été bien abordables et je crois que cette année, ça va beaucoup donner. Je pense que j'ai bien travaillé en histoire géo et en SVT aussi. Les matières dans lesquelles j'ai pu au moins travailler sont en SVT, en anglais, en français aussi. La mathématique et les sciences physiques, des matières qui ont été cette année la bête noire de certains candidats. J'ai eu des difficultés en maths, mais ça ira. J'ai eu des difficultés en maths physique. Je me suis basé sur les cours dont je me suis rappelé pour m'en sortir. J'ai eu des difficultés en mathématiques, surtout, et la physique. Bon, la mathématique, bon, j'espère travailler un peu parce qu'au niveau de certains problèmes, je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu m'en sortir. Pour le BEPC session 2019, le centre de composition du collège Père-au-Pierre devrait accueillir 798 candidats inscrits. Mais malheureusement, 12 ont été absents. D'autres difficultés ont été enregistrées. Il y en a qui ont perdu leur carte d'identité, mais en fait, pour la plupart, ils ont été stressés ou bien ils ont paniqué. Les cartes d'identité étaient dans leur sac et ils les ont déclarées perdues. Carte d'identité non conforme. On s'est adressé aux établissements des candidats et aux autorités de ces établissements-là et tout ça a été réglé. Il y avait une candidate qui était malade mais qui a tenu à continuer. L'infirmerie l'a prise en charge rapidement, son papa est venu acheter les ordonnances, on lui a administré les premiers soins, elle a continué. Après la composition des épreuves écrites, les regards sont désormais orientés vers la proclamation des résultats. Bonne chance à tous les candidats. En attendant la proclamation des résultats, on parle production agricole à présent. En 2017, le Bénin avait connu une invasion de chenilles. Et qu'il vous souvienne que des insectes ravageurs considérés comme dangereux pour la production agricole et même comme une menace pour la sécurité alimentaire avaient détruit les productions. À l'époque, des dispositions avaient été prises pour maîtriser le phénomène. Mais la menace est sans frontières, d'où la nécessité d'une action régionale pour prévenir toute invasion potentielle. Gorgen, chercheur agronome, nous dresse dans l'élément à suivre l'état des lieux de la lutte contre les insectes ravageurs. Il est au micro de César Atchadé et Amandine Agnambossou. Les insectes ravageurs ont depuis déjà toujours été un problème pour l'agriculture puisque en faisant de l'agriculture, on occupe un espace qui normalement était réservé à une multitude de plantes. Donc plus on occupe cette place, plus on va avoir des problèmes de ravageurs. Vient s'ajouter à ceci que nous n'avons pas seulement des ravageurs autochtones, mais aussi des espèces
qui deviennent importantes, qui sont introduites d'autres continents. Aujourd'hui, ça va de plus en plus vite puisque les moyens de transport sont de plus en plus faciles et aussi le volume d'importation de produits agricoles augmente et en même temps augmente le risque d'introduction d'espèces qui peuvent avoir un très fort impact sur la production agricole. Pour prévenir donc une introduction, il faut avoir des structures qui sont en état d'identifier ce qui arrive, c'est-à-dire à toutes les portes d'entrée d'un pays, ça peut être l'aéroport, le port, ça peut être les voies routières. Avoir des gens qui sont formés, qui ont la possibilité de reconnaître le danger que d'autres organismes qui ne sont pas présents soient introduits dans des régions dont les conséquences économiques peuvent être désastreuses. Ces conséquences peuvent être vues même dans l'exportation de produits. Une fois introduits, ces insectes sont de façon permanente et peuvent être à tout moment causer un problème, à moins qu'on ait maîtrisé la façon de les tenir en échec. Et pour ceci, surtout quand il s'agit de nouvelles espèces, je pense maintenant à la légionnaire d'automne, qui a été introduite récemment. Il faut une période d'adaptation pour que les gens arrivent à mieux contenir ce problème, qu'ils soient habitués à prendre des mesures pour contrecarrer leur impact. Une nouvelle brève à présent. La communauté internationale célèbre aujourd'hui 30 mai la Journée mondiale pour le droit aux origines. Initiée depuis 2014, cette journée consacrée au droit à connaître ses origines est le fruit d'un combat initié par la coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines. Il s'agit durant cette journée de militer afin de permettre aux enfants nés sous anonymat de retrouver leurs parents biologiques alors même que l'accouchement sous anonymat est censé rompre tout lien avec les parents biologiques. Au Bénin, la lutte contre le mariage des enfants est une préoccupation nationale. Ce phénomène qui transcende les cultures, les religions et les ethnies a poussé le gouvernement ainsi que certains partenaires à mettre en place une campagne nationale « Tolérance zéro au mariage des enfants », cela pour éradiquer le fléau. 2 ans après la mise en œuvre de cette campagne, on fait le bilan des actions menées avec Bernol Diogbe et Iliad Bokovo. Le mariage des enfants est une pratique qui consiste à soumettre des mineurs à des activités sexuelles. Au Bénin, une fille sur 10 de moins de 15 ans et 3 filles sur 10 de moins de 18 ans sont soumises à cette pratique. Une pratique qui comporte des conséquences néfastes tant sur la santé des victimes que sur l'économie du Bénin. Quand on parle du mariage d'enfants, c'est beaucoup plus dangereux, je vous assure, parce qu'il s'agit des êtres qui ne sont pas encore mûrs, mais qu'on soumet à des pressions, à des actes qui ne sont pas de leur âge. Les conséquences qui en résultent sont énormes. Quand on parle des fistules obstétricales aujourd'hui, c'est une émanation des mariages précoces, des mariages forcés. Nous savons qu'aujourd'hui, les filles qui ne terminent pas le cursus scolaire et encore moins le niveau secondaire vont perpétuer la question de la pauvreté. Donc c'est une charge aussi pour le gouvernement. Selon les enquêtes réalisées par l'UNICEF, plusieurs raisons motivent les parents à donner leurs filles précocement en mariage. C'est beaucoup plus lié à la culture et à la tradition. Dans certaines de nos localités, il est dit qu'un enfant qui a déjà une fille qui a déjà menstrué, la deuxième menstrue ne se passera plus pendant qu'elle est encore avec ses parents, au risque de la laisser aller choper une grossesse qui va jeter de l'opprobre sur les parents. Et il y a aussi un système de truc qui s'installe. Les parents peut-être s'étaient déjà dit un certain nombre de choses. Quand j'aurai une fille, je te la donnerai en mariage. Et dès que l'enfant naît, il suffit qu'elle soit de sexe féminin, on lui compte des jours. Des fois même, on gave cette fille pour peut-être honorer l'engagement qu'on avait déjà donné. La campagne nationale Tolérance zéro au mariage des enfants a été créée en juin 2017. 2 ans après, il y a eu des avancées notables. Selon les statistiques,
Les acteurs de cette lutte sont passés de 1% à 23% de lutte contre le mariage des enfants. Vous l'aurez compris, c'était une présentation de Rebecca Adjinakou. Au Kenya, à présent, le retard dans le démarrage de la saison pluvieuse pourrait coûter 0,4 points de croissance à l'économie en 2019. Alors que les premières précipitations tombent habituellement en mars, celles-ci ne sont toujours pas une réalité jusqu'à la fin du mois d'avril. Le taux de croissance économique qui a atteint 6,3% en 2018 pourrait ainsi descendre cette année à 5,9% dans l'hypothèse d'un mauvais déroulement de la saison pluvieuse. Selon les données du gouvernement, une croissance de 1% dans l'agriculture kenyane contribue à une croissance globale de 1,6% du produit intérieur brut. En Égypte, le gouvernement vient d'approuver par décret un accord de près de 100 milliards de francs CFA conclu avec la Banque mondiale. L'accord vise entre autres à stimuler la création d'emplois et l'entrepreneuriat au pays des pharaons et à améliorer les financements accordés aux petites et moyennes entreprises afin de booster la croissance et de réduire le taux de chômage dans le pays. C'est tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. Merci. C'était donc le journal, le 19h45. Merci à la collaboration de nos collègues de la rédaction pour ce travail, pour ce rendez-vous honoré. Nature et bien-être va être la dernière rubrique ce soir et elle sera présentée par Heureuse Dalondé qui a déjà fait son entrée par ici. Le temps pour nous de regarder ceci et on revient. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi, mais moi-même personnellement, je n'en souffre pas. C'est la première fois, moi, je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais eu cette information, je n'ai jamais entendu ça une fois. C'est la première fois. C'est-à-dire que je règle des doigts à idomi, on t'en entend. Et non, il faut sauf calculer, d'accélérer votre temps, les mains à mon règle. C'est un assez prendre précaution. Mais il n'y a pas de vie, il y a des signes qui peuvent y mettre. Des belles règles, mais mon trop lourd, comme je n'ai pas eu. Mais de tout pays, on a amassé. Donc, on a amassé, on a mis son nom. Toto Dieu, mais à moi, fin du mois, au Jario, mais on a bien non aussi ça. Mais après, on a d'autres inconvénients. Quand il dit on peut dire il a opéré ton. Mais ils sont règles, ils ont opéré ton, ils sont gros problèmes, mais quand ça dit parce que des opérés, nous trompons en souffrir nous docteurs donc nous et très nous mina décoller mina gré nous qui tout le temps. Donc, le docteur dit donner et que nous avons mis les choses ils ont mon mais il y a quand même quelqu'un qui dit il faut techniquement moi aussi je suis découragé parce que à ce temps de l'homme à ce temps que je vis au Togo. J'en entends parler, j'ai même vu des personnes qui ont souffert de ça et c'est vraiment atroce. Je sais que ça a des conséquences graves. Moi, quand ça m'arrive, je prends des calmants. Parfois, je prends un médicament que maman m'a prescrit, une tisane quoi. Donc, parfois je prends aussi des antibiotiques pour calmer le mal de ventre. Selon moi, quand tu as les règles douloureuses, ça dépend de la manière dont tu as mal en fait. Quand c'est trop dépassé, on peut aller à l'hôpital. Bon, endométriose, ce thème, bon, je ne maîtrise pas trop. Ben voilà, Heureuse Dalondé pour cet élément et cet élément justement qui vous installe, vous et votre invité, le docteur Komlan Agossou, médecin gynécologue. Heureuse Dalondé, bonsoir. Bonsoir, Cara. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici chez moi ce soir. Nous sommes chez vous, oui. Un plaisir de vous accueillir et c'est pour parler d'un sujet quand même très intéressant qui touche la plupart des femmes, elles en souffrent et puis c'est déjà un phénomène naturel que d'avoir ses règles. C'est même une très bonne nouvelle pour une femme quand elle a ses règles, elle se sent vraiment femme. Le médecin dira même que une fille qui n'a pas ses menstrues, là il faut se poser des questions. N'est-ce pas?
Il y en a donc des femmes qui n'ont pas des menstrues. Alors, comment est-ce qu'on doit pouvoir gérer la période des règles? Parce qu'il y en a qui vivent cette période avec d'intenses douleurs. C'est le nœud de nos échanges tout à l'heure. Heureuse d'Alondé, je vous laisse vous entretenir avec Monsieur Agossou. Merci à vous. La Karada Karadé. C'est moi. Alors, docteur, on a commencé par aborder un sujet hier, l'hygiène menstruelle. Voilà. Avant d'en venir aux règles douloureuses, je veux bien qu'on parte de là. Peut-être que, selon vous, je ne sais pas, l'hygiène menstruelle peut peut-être être, je ne sais pas, la cause ou pas. Une des causes. Je ne saurais le dire. Mais je sais qu'hier, vous nous aviez dit qu'il faut beaucoup plus miser sur des serviettes hygiéniques ou en tout cas tout ce qui est réceptacle propre, de qualité, pour éviter toute infection. Exact. C'est une question intéressante. Et pour la question d'hygiène, n'oublions pas l'hygiène corporelle. Parce qu'il faut se laver au moins 2 fois par jour, en dehors même de la période menstruelle aussi. Pour une autre raison, c'est que avec l'âge, il y a plus d'odeur corporelle. Donc, avec les menstruations, les caractères sexuels secondaires apportent plus d'odeur corporelle que chez l'enfant. Donc, on a besoin d'une toilette régulière pour éviter d'indisposer le milieu. Et donc, pour le reste, il faut bien gérer, il faut bien s'organiser pour pouvoir, par exemple, changer de serviette. Oui. Par exemple, si on prend le cas d'une écolière ou une élève qui va à l'école, a priori, toutes les 4 heures au plus tard, on devrait changer de serviette. Encore qu'il faut qu'elle soit informée, parce que toute petite, quand on a 11 ans, 12 ans, 13 ans, on a ses règles, on ne maîtrise pas toujours ces petits contours. Voilà, donc un besoin d'accompagnement par les parents, mais aussi à l'école. Ça aurait été bien qu'il y ait des personnes ressources ou des points focaux au niveau des enseignants pour les filles en menstruation, pour qu'elles puissent s'adresser et trouver des solutions à leurs questions. Et je crois que le Bénin est en train de se préparer à adopter un plan pour accompagner les femmes qui ont le menstru à bien traverser cette période et ne pas indisposer, comme vous l'avez dit, docteur, le cadre dans lequel on vit. Parce que très souvent, le docteur le disait, et dans les coulisses, il y a quelques moments, que les filles qui ont le menstru, c'est beaucoup plus dans le cadre scolaire que ça les surprend. Beaucoup plus, mais quand ça survient, quel comportement adopter si on n'a pas un point focal, comme le dit le médecin qui s'occupe de ce genre de choses, elle est déboussolée. On est sûr de quelques, enfin, on est mal vu de ses camarades. Surtout quand ce sont les garçons qui le découvrent, qui lui disent, ben voilà, tu as une tache, ça choque, elle a peur. Vraiment, il faut un point focal ou un psychologue ou quelqu'un du genre dans les écoles pour un accompagnement. Ça. Mais mis à part ça, docteur, est-ce qu'en fonction de la quantité, parce qu'il y a certaines femmes qui saignent beaucoup, il y a d'autres qui saignent très peu, est-ce qu'en fonction de la quantité du liquide aussi sanguin, il faut choisir les serviettes Évidemment. Et la durée aussi de changement? Évidemment, si on saigne beaucoup, il faut choisir une serviette capable de tenir pendant le délai que l'on s'est imposé pour changer de serviette. Parce que si on prend des serviettes très petites pour un saignement maximal, évidemment, ce sera débordé et on sera taché. Voilà, donc il faut se préparer selon ce que l'on a et il faut prendre le temps d'organiser un calendrier en étudiant les règles. D'accord. Au début, il faut passer le temps à noter, à faire des observations sur chaque journée pour voir comment ça marche. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, la femme ou la jeune fille finit par connaître en fait comment ça marche. Mais elle ne peut pas savoir d'avance tant qu'elle n'a pas prêté attention à cela. D'accord. Donc, voilà un peu comment on peut faire. Les personnes plus âgées sont là pour encadrer, mais elles ne savent pas ce qu'elles vivent. Effectivement. C'est elles-mêmes qui sauraient ce qu'elles vivent en prenant le temps de faire attention. Et c'est les plus expérimentés à leur apprendre à faire attention, à étudier, en restant derrière pour
donner les conseils et vérifier si c'est fait. Mais je veux bien savoir, on parle de règles douloureuses, c'est d'ailleurs la principale thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que l'hygiène menstruelle non respectée peut être la cause de menstrues douloureuses le cycle prochain? Oui, dans certains cas. Dans les cas où les douleurs sont liées à une infection chronique. Donc, par exemple, le fait d'avoir des rapports sexuels pendant les règles est surtout des rapports sexuels non protégés pendant les règles. Non protégés pendant les règles. Surtout. Protégés encore, on peut comprendre. Oui, les rapports sexuels non protégés potentialisent le risque d'infection. D'accord. Puisque les rapports sexuels non protégés, même en dehors des règles, sont déjà le facteur d'infection sexuellement transmissible. Oui. Donc, lorsque le sang menstruel s'ajoute, cela ne fait que flamber. D'accord. Donc, au-delà, quand il y a une infection au niveau de l'utérus ou bien des trompes, vous voyez bien que les règles deviennent douloureuses par ce fait. D'accord. Ce qui m'amène à dire qu'il y a deux catégories de règles douloureuses. Il y a des règles douloureuses que je vais appeler acquises, entre griffes. Parce que acquises, ça veut dire que c'est venu plus tard. Ok, d'accord. Et des règles douloureuses essentielles que je vais dire, celles avec lesquelles la jeune fille a commencé. Il y a des jeunes filles qui commencent les règles avec les douleurs. Les douleurs, et ça peut venir après. Ou bien la douleur peut s'installer plus tard. Mais qu'est-ce qui peut être la cause? Est-ce qu'une règle doit être douloureuse? Ça varie entre 20 et 50% des femmes qui ont des douleurs ou des manifestations douloureuses au cours des règles. Et dans ce lot, donc, il y a celles qui ont des règles douloureuses dès le début. Et là, il n'y a pas vraiment, souvent, il n'y a pas de cause particulière. Il y a plusieurs facteurs intriqués. On parle de sensibilité augmentée à la douleur, on parle de difficultés liées à la contraction exagérée de l'utérus. Il y a des facteurs hormonaux, etc., qui expliqueraient cet état de fait. D'accord. Ce qui peut-être, je vais dire, nous intéresse encore le plus, c'est beaucoup plus le traitement. Comment soulager ces femmes-là? En souffrent certainement déjà. Comment les soulager? Alors, on prend des calmants. Est-ce qu'il faut un travail avant ou pendant? On prend des calmants, c'est bien. Mais il faut toujours voir un médecin, au moins une fois, pour s'assurer qu'il n'y a pas une pathologie derrière. Une maladie comme les fibromes, une maladie comme l'endométriose, une maladie comme les kystes de l'ovaire, une maladie comme une infection chronique. Tout ça peut causer une règle douloureuse. Tout ça peut causer des règles douloureuses. Et donc, l'examen médical est important. Et surtout si la douleur est moyenne ou élevée. Il ne faut pas rester toute seule. Il faut consulter pour obtenir des soins et une exploration poussée. Les explorations peuvent aller jusqu'à la chirurgie. C'est l'extrémité. Les règles douloureuses peuvent amener jusqu'à une exploration chirurgicale. Donc, docteur, ce qu'il faut faire quand vous souffrez des règles douloureuses, c'est d'aller voir un médecin. Forcément, pour avoir un avis médical éclairé. Mais est-ce qu'il y a des comportements qu'on pourrait adopter pour éviter, pour prévenir les règles douloureuses? Prévenir l'infection, oui. Mais le reste, il n'y a rien qu'on puisse prévenir. On ne peut pas prévenir d'avoir des fibromes, on ne peut pas prévenir d'avoir un kyste de l'ovaire, on ne peut pas prévenir d'avoir une endométriose. Vraiment, ce sont des pathologies et ça vient. Ce n'est pas comme un microbe qu'on peut éviter d'attraper en ayant des mesures d'hygiène comportementale, comme l'utilisation des préservatifs et l'éviction de rapports sexuels pendant les règles, par exemple. Ça permet d'éviter d'avoir des infections facilement. Par contre, le fibrome, les kystes de l'ovaire et autres, ce sont des pathologies qui ne sont pas des pathologies induites qu'on connaît. On sait que ce sont des pathologies multifactorielles, donc voilà un peu ce que c'est. D'accord. Mais il y a certaines idées reçues. Je vais peut-être aborder quelques-unes, sinon une peut-être. Est-ce qu'on peut en guérir? Est-ce qu'on peut guérir des règles douloureuses? Parce que très souvent, on nous dit, quand une femme en souffre, il suffit juste qu'elle accouche
et que, bon, elle n'en souffre plus. Oui. Alors, c'est vrai que l'accouchement fait disparaître un certain nombre de règles douloureuses. D'accord. C'est vrai. Maintenant, lorsqu'on a des fibromes et qu'on est opéré, évidemment, les douleurs disparaissent. Ok. Lorsqu'on a un kyste de l'ovaire et qu'il est opéré, les douleurs disparaissent également. Okay. La plus difficile des situations, c'est l'endométriose, où le traitement est vraiment difficile. Le traitement est long, dans les cas les plus compliqués. Les cas les plus simples d'endométriose, lorsque le traitement est bien fait, ça y est, la douleur s'en va. Merci beaucoup, docteur. Heureuse d'annoncer. Un sujet très intéressant. On est resté même ici, monsieur, ce plateau, saisi aussi à écouter le docteur religieusement. Et puis on est tous concernés. Religieusement, donc j'imagine que c'était aussi le cas de nos téléspectatrices et même téléspectateurs, parce que ça concerne aussi les hommes qui peuvent par moment accompagner moralement leur épouse, leur sœur. Ce sont les hommes qui contrôlent souvent, qui gardent souvent les dates de règles, de ci, de ça, des dames. Donc, ils sont concernés. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai aimé dire vraiment ce sujet-là aujourd'hui. Docteur Agossou, merci d'être venu nous voir. Agréable soirée, bonne fête au passage. Merci, Cara. Merci. Et retenez, ou je dirais aux téléspectatrices de retenir que, quelle que soit la douleur, il suffit juste d'aller voir son gynécologue. Quand ça concerne sa partie intime, on est dame, d'aller voir le médecin gynécologue. Là, on est plus rassuré. Voilà qui est dit et qui clôture très bien ce plateau nature et bien-être, les règles douloureuses, les traitements, les causes. On a brossé juste quelques-unes pour les causes et quelques-uns pour les traitements. Et ce sera la fin de ce grand rendez-vous de ce jeudi soir. Nous n'allons pas partir sans vous faire voir une fois de plus la météo. C'est le comportement du temps demain matin. Voilà, le grand rendez-vous, c'est fini, stop et fin, tout le monde descend. C'était donc la météo, histoire de vous aider à mieux gérer votre journée du lendemain, vendredi. Alors, on a parlé, si vous nous avez pris au vol et vous avez envie de connaître un tout petit peu les sujets, nous avons parlé dans le monde agricole aujourd'hui, le monde agricole de quel plan en terre pour quel type de sol, puisque c'est la saison des pluies et surtout samedi prochain, c'est le 1er juin, le Bénin va commémorer une fois de plus les arbres. Nous avons parlé avec notre expert du jour de la charte graphique qui est très important pour une entreprise. Ce dispositif permet à l'entreprise de se faire connaître et de se faire une plus-value. Nous avons eu avec Jennifer Sativi et son invité, nous avons eu à parler
du rap qui est un mouvement culturel entre-temps mal perçu par certaines personnes. Le rap entre engagement et indécence. C'était donc avec Jennifer Sativi dans Horizon Culture. Et puis les règles douloureuses tout à l'heure même avec Heureuse Dalondé et le docteur Agossou. Nous avons parlé des règles douloureuses, des causes et surtout des traitements pour le grand bonheur et le grand soulagement surtout de nos femmes. Et c'est fini pour le grand rendez-vous de ce soir. Tout le monde descend. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour demain vendredi, le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien. Au revoir.